Bonjour à tous et merci beaucoup donc d'être restés pour écouter notre présentation. Donc, c'est les travaux de l'équipe 6 du BRIC sur les innovations thérapeutiques que l'on développe dans l'équipe et qui vont vers une médecine un peu plus personnalisée de précision. Donc, je me présente, je m'appelle Virginie Bello, je suis chercheur contractuel dans l'équipe. Je travaille en collaboration directe avec donc Adi Najem, qui est doctorant dans l'équipe, donc sous la responsabilité du professeur Aksam Merchet. Et je travaille également avec Elora Bonzo-Dubos et Pauline Trousselier, donc qui sont également doctorantes dans l'équipe. Donc d'abord, on a un petit book-up pour vous faire poser des questions, donc si vous voulez scanner le QR code. C'est bon pour tout le monde. Normalement, là, je vais lancer la première question. Et attention, roulement de tambour. Ah, super. Donc là, c'est une question ouverte. Qu'est-ce que le titre Innovation thérapeutique vous évoque? Donc vous pouvez mettre plein de mots-clés, tout ce qui vous vient en tête. Et nous, voilà, les résultats vont s'afficher sur l'écran. Donc voilà, il reste encore 45 secondes. Donc vous avez le temps d'y réfléchir. Il y a des réponses intéressantes. Oui, tout à fait. Très intéressantes. Ouais. Oui. Alors, voilà, ce qui sort en majorité, donc c'est les nouveaux traitements. Donc, effectivement, on essaie de. Là, en ce moment, la recherche contre le cancer essaie de trouver des alternatives qui sont, qui éviteraient aux patients la rechute, qui seraient plus efficaces et surtout moins toxiques, notamment, comparaison des traitements que l'on connaît, tels que la chimiothérapie. Donc, oui, effectivement, on essaie d'aller vers des traitements qui seraient qui auraient moins d'effets secondaires et qui cibleraient plus spécifiquement les tumeurs également, qui seraient moins systémiques. Je vois, alors je vois des mots qui m'intéressent, je vois génétique, je vois thérapie génique, je vois immunothérapie, mais on va vous parler de tout ça en fait. Donc ça tombe très très bien, on va vous parler de tout ça parce que ce sont les axes que l'on développe dans le laboratoire de recherche. Donc moi je vais vous parler un petit peu des immunothérapies justement, puisque c'est un mot qui est ressorti donc, dans la première question. C'est un peu l'axe de recherche que je développe, qu'on développe avec Hadi. Donc, je pense que vous en avez entendu parler. Et peut-être même donc, que vous avez eu des personnes autour de vous qui ont été traitées par immunothérapie ou vous-même. Et donc, on avait une petite question sur les immunothérapies. Est-ce que vous connaissez un petit peu les super pouvoirs donc, de notre système immunitaire? Donc ici, donc c'est une question avec différentes options. Donc le système immunitaire, il a pour mission de protéger l'organisme contre les différentes infections. Il est capable notamment de distinguer ce qui appartient à notre propre corps par rapport à ce qui n'appartient pas à notre propre corps. Il est capable d'envahir le Groenland sans la permission donc, de l'Europe et du reste du monde. Tout à fait. Ou alors, il a les capacités également de reconnaître et de tuer normalement les cellules cancéreuses. Oui, effectivement, vous avez trouvé les bonnes réponses. Alors évidemment, mis à part la blague sur le Groenland, oui, donc on a un système immunitaire qui est quand même, qui est quand même un système dans notre organisme qui est très complexe et qui normalement est très efficace, qui implique donc, de multiples acteurs, de multiples sortes de cellules, notamment des petites cellules tueuses que l'on appelle des lymphocytes T. Et normalement, ce système immunitaire très complexe est capable donc, de nous protéger contre les différentes infections et est capable également de reconnaître et de tuer une cellule tumorale. Malheureusement, si on a un métier aujourd'hui, nous, au BRIC, c'est que ces cellules immunitaires sont parfois incapables de les reconnaître et on va essayer de les reconnaître et de les tuer. Ces cellules cancéreuses, on va essayer de comprendre pourquoi. C'est notamment donc une partie de notre travail de recherche avec Hadi.
Donc, c'est le système immunitaire, donc ce sont des cellules qui sont spécialisées dans différents domaines. Donc, il y a des populations immunitaires donc, qui vont être spécialisées dans la détection des anomalies. Donc, ils vont un petit peu faire les codiciers de notre organisme, qui vont checker chaque cellule et qui vont voir si nos cellules vont bien, si elles sont normales ou si elles sont infectées par un virus, une bactérie ou si malheureusement elles vont dégénérer en cellules tumorales. Il y a des cellules qui sont spécialisées aussi dans l'attaque de ces cellules lorsqu'elles sont anormales. Sont des petites cellules tueuses. Donc il y a les lymphocytes T, mais il y en a d'autres aussi qui sont capables de tuer, comme notamment ce que l'on appelle les lymphocytes natural killers, comme son nom l'indique. Euh, il y a des cellules qui sont spécialisées dans l'élimination des déchets après attaque. Puisque une fois que la cellule infectée ou la cellule tumorale est tuée, il va falloir faire le ménage derrière. Et donc, il y a des cellules qui vont être spécialisées là-dedans, mais on s'est rendu compte que ces cellules avaient aussi d'autres capacités, notamment dans la progression des cancers. Et puis, il va y avoir également tout l'effet mémoire, hein, qui est quand même très connu. C'est ce qui nous permet d'avoir notamment les vaccins, parce que ces cellules vont enregistrer ce qu'elles sont déjà connues, ce qu'elles sont déjà attaquées, ce qu'elles ont déjà éliminé, et elles vont être capables de réagir beaucoup plus vite en cas de deuxième infection, par exemple, par le même virus, ou en cas de dégénérescence par une tumeur donc, qui a les mêmes anomalies en surface. Alors, comme vous pouvez le voir ici, la cellule tueuse T, donc sur les images qui sont ici, donc la petite cellule T, donc qui normalement est assez petite par rapport à la cellule tumorale, donc elle est capable de détecter donc lorsque la cellule est en train de dégénérer, et elle est capable de l'attaquer et de la tuer. Donc ça, c'est normalement ce qui devrait se passer dans le meilleur des mondes. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Toujours. Donc effectivement, la plupart quand même des cellules qui commencent à dégénérer sont éliminées par le système immunitaire, et bien heureusement pour nous. Et malheureusement, certaines vont pouvoir échapper à la surveillance donc, de ces cellules du système immunitaire, et notamment par des capacités de se cacher. Elles vont pouvoir porter une espèce de déguisement qui vont faire croire donc, aux cellules du système immunitaire que tout va bien et qu'elles ne sont pas du tout anormales. Et donc, elles développent des stratégies qui envoient des signaux de «tu ne me vois pas et tu ne me manges pas». Et ça, c'est les choses que l'on étudie dans les laboratoires de recherche, puisqu'on va pouvoir cibler spécifiquement donc les molécules qui envoient ces signaux de «tu ne me vois pas, tu ne me manges pas». Et évidemment, lorsque l'on a détecté quelles étaient ces molécules qui empêchaient donc aux cellules du système immunitaire de tuer des cellules cancéreuses, eh bien, on va développer ce qu'on appelle une immunothérapie, donc qui va aider donc, les cellules du système immunitaire à recouvrer la vue, à redétecter les cellules cancéreuses et donc à réactiver, si vous voulez, leur fonction de cellules tueuses. Donc, vous pouvez le voir dans le petit dessin juste en bas. Donc, quels sont les différents types d'immunothérapie? Donc, on peut avoir différentes stratégies. Donc, il y a plusieurs grandes familles. Je vais vous en parler de trois principales. Il y en a plus que ça. Parce qu'en recherche l'immunothérapie, là, sur les 15-20 dernières années, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été développées. Celle-ci, les anticorps monoclonaux, c'est ce qui est quand même le plus connu, je pense. Il y a quand même pas mal d'anticorps monoclonaux qui ont été mis sur le marché et qui sont utilisés dans différents cancers. Donc la stratégie en fait de ce type d'immunothérapie, c'est tout simplement de cibler les fameux signaux de «tu ne me vois pas, tu ne me manges pas». Donc lorsque une cellule en lymphocyte, par exemple, donc une cellule tueuse, va demander à une cellule de notre organisme si elle va bien ou si elle ne va pas bien, la cellule tumorale va pouvoir lui donner un signal en disant «Bah, écoute, là, je vais pas bien, mais tu ne me vois pas». Voilà. Et ce signal-là, il est notamment médié par un système qui s'appelle le système PD-1, PD-L1. Je pense que certains d'entre vous en ont sûrement entendu parler. Et en fait, grâce à cet amorçage en fait, entre ces deux molécules, je n'ai plus ma souris. Voilà, entre ces deux molécules, donc la cellule tueuse du système immunitaire ne va pas réagir et donc ne va pas tuer.
Donc, le but de ces immunothérapies-là, ça va être de bloquer ce signal, d'empêcher donc ces deux molécules d'interagir et de faire recouvrer la vue donc à nos cellules tueuses du système immunitaire. Et à ce moment-là, eh bien, s'il n'y a plus le signal, tu ne me vois pas, tu ne me manges pas, eh bien, la cellule tueuse va pouvoir faire son travail et tuer la cellule cancéreuse. Donc ça, c'est une des thérapies les plus, on va dire, les plus données dans la prise en charge des patients dans certains cancers. Il y a aussi un autre type d'immunothérapie dont vous avez certainement entendu parler, c'est le système des CAR-T. Alors, les CAR T-cells, en fait, ça va être vos petites cellules, vos petits lymphocytes T qui vont venir de votre propre organisme. Donc, on va pouvoir les récolter parce qu'elles sont en circulation dans votre sang. Donc, comme je vous ai expliqué, ce sont des petites cellules tueuses qui sont équivalentes aux policiers de l'organisme. Donc, en fait, elles vont circuler dans le sang. Elles vont aller voir un petit peu toutes vos cellules et puis elles vont essayer de comprendre si elles vont bien, si elles vont pas bien, et si elles doivent vous défendre ou si elles ne doivent pas vous défendre. Donc, elles sont en circulation dans votre sang. On peut les récupérer tout à fait grâce juste à une prise de sang. On va pouvoir les isoler. Donc, dans les laboratoires, on sait faire ça. On sait récupérer uniquement ces petits lymphocytes T. Et puis, on va pouvoir les reprogrammer. Donc, ça aussi, on a des capacités dans les laboratoires de recherche de reprogrammer les cellules. Et on va pouvoir les reprogrammer pour qu'elles puissent reconnaître la tumeur, votre tumeur, la tumeur du patient. Et on va réinjecter ces cellules tueuses, ces petits lymphocytes T, bio-ingénierie. On va pouvoir les remettre dans la circulation des patients. Et puis donc, ces cellules tueuses seront automatiquement activées et seront capables d'éliminer les cellules cancéreuses qu'elles vont rencontrer. Et voilà, donc je vous parle d'une dernière grande famille, il y en a d'autres. Donc les vaccins, c'est aussi quelque chose dont vous avez dû entendre parler, notamment sur le cancer de la prostate il y a quelques années. On a vu, voilà, ils avaient trouvé un vaccin contre le cancer de la prostate. Donc je vais vous montrer un peu comment ça marche, parce que ça a été quand même pas mal médiatisé. Donc donc c'est quelque chose qui va être injecté chez le patient et qui va. Alors là, on va pas directement activer vos petits lymphocytes tueurs, on va activer une autre population immunitaire qui elle-même va activer donc votre lymphocyte T tueur. Et une fois que votre lymphocyte T tueur est activé, on va pouvoir reconnaître plus facilement les cellules cancéreuses et les éliminer. Donc c'est comme ça que ça marche pour le vaccin contre le cancer de la prostate, donc qui a été médiatisé, qui a été mis sur le marché il y a quelques années. Donc les immunothérapies, c'est quand même pas mal utilisé. Ça a été vraiment une vraie révolution il y a 20 ans, notamment dans la recherche. Il y a pas mal de molécules qui sont arrivées donc, jusqu'à la mise sur le marché. Donc c'est quand même utilisé en pratique courante sur pas mal de cancers. Alors, notamment les mélanomes, le cancer du poumon, c'est à des stades avancés. C'est-à-dire qu'un patient au diagnostic ne va pas forcément lui proposer une immunothérapie. Ça va être quand ils vont revenir pour malheureusement une rechute. Il va falloir proposer une immunothérapie. On va avoir aussi donc une prise en charge courante pour le cancer du rein, de la vessie, du sein et parfois du foie. Mais on voudrait à terme que ces thérapies donc, soient proposées aux patients donc, pour la majorité des tumeurs. Et pourquoi en fait ces thérapies sont intéressantes par rapport à d'autres thérapies telles que les chimiothérapies? C'est qu'en fait on va juste utiliser les super pouvoirs de votre propre système immunitaire pour vous défendre contre le cancer. On ne va pas vous injecter quelque chose que l'on va produire en dehors de votre organisme. On ne va pas vous injecter des molécules chimiques. Là, on va utiliser juste les capacités de votre système immunitaire pour tuer vos cellules cancéreuses parce que normalement, il devrait le faire. Donc, on va juste l'aider à faire ça. Et c'est pour ça que ces thérapies ont eu un tel essor il y a quelques années. Parce que justement, c'est quand même pour le patient plus naturel et moins toxique. Alors, je crois que j'avais une autre petite question. Est-ce que je crois que oui, non, ça, je vous l'ai déjà répondu. Non? Non, c'est bon. C'est pas ça? Si, c'est ça. Oui. Bon, bah ça, je vous ai déjà répondu, donc c'était pas. Alors, j'ai une question pour vous. Alors, c'est moi qui vais vous la poser, elle n'est pas dans mon plat. À votre avis, donc c'est bien beau, là, pour l'instant, ça a l'air très, très encourageant, hein, c'est très positif. Mais on sait tous très bien que les immunothérapies ont des limitations. Est-ce que vous avez une idée de quelles peuvent être les limites, en fait, de ce genre de thérapie? Si vous avez une idée, vous pouvez le dire fort.
Oui. La spécificité, oui, ça c'est un des problèmes, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on va dans tous les types d'immunothérapie que je vous ai montré, effectivement, on ne va pas les injecter directement dans la tumeur du patient. Donc ça va être quelque chose que l'on va injecter chez le patient, donc, par exemple en intraveineux. Et donc du coup, bah, ça va circuler dans tout le corps du patient et ça va activer ces petites cellules tueuses et lymphocytes, ça va toutes les activer. Ça ne va pas activer que celles qui sont à proximité de la tumeur. Donc, il peut y avoir effectivement des effets secondaires du fait que ce ne sont pas des thérapies ciblées, ce ne sont pas des thérapies qui vont que sur la tumeur, et donc il peut y avoir des effets secondaires qui peuvent être assez problématiques pour les patients, même s'ils sont beaucoup plus rares et beaucoup moins importants que pour les chimiothérapies. D'autres idées? Voilà, c'est la réponse. Pour réponse. Donc ces traitements, malheureusement, en fait, on s'est rendu compte qu'ils n'agissent pas sur tous les patients et qu'ils n'agissent pas sur tous les types de cancers. Et pourquoi? Et alors, il y a plusieurs raisons. Là, je vous en ai mis que 5, mais alors bon, c'est un petit peu, c'est pas exhaustif, hein, évidemment. Alors déjà, l'approche, bon, cellule tueuse, cellule de tumorale, je te reconnais, je te tue directement, c'est un petit peu simpliste, c'est un petit peu réducteur. On s'est rendu compte maintenant dans les laboratoires de recherche qu'il y a beaucoup plus d'acteurs qui sont impliqués dans ces processus-là, qui sont importants. Il y a beaucoup plus de molécules qui sont importantes que juste par exemple le PD-1, le PD-L1. Donc effectivement, je crois qu'en tant que chercheurs, nous maintenant, on va aller creuser les mécanismes, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe un peu plus profondément parce que les immunothérapies telles qu'on les a, qu'on les a développées pour le moment sont un petit peu trop simplistes pour avoir une efficacité sur du long terme et malheureusement, on va avoir des patients qui vont rechuter par rapport à ça. Il y a une notion de tumeur froide. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme-là. Pardon, excusez-moi. Alors, la tumeur froide, c'est tout simplement des tumeurs dans lesquelles on n'a pas d'infiltration de cellules tueuses. Donc, on va vous mettre une immunothérapie, mais il n'y a pas de cellules tueuses. Donc, on va activer quelque chose qui n'est pas là. D'accord? Donc, il y a certains patients, malheureusement, qui n'ont pas de présence de ces cellules au sein de leur tumeur ou à proximité de leur tumeur. Donc, on va vous activer quelque chose qui n'est pas présent. Et donc, forcément, chez ces patients-là, on ne peut pas avoir d'immunothérapie efficace. Donc, il faut trouver d'autres sortes d'immunothérapie, mais en tout cas, celle que je vous ai présentée auparavant, ça ne peut pas marcher. Et donc, il faut effectivement une meilleure sélection des patients, notamment également pour la stratégie des anticorps monoclonaux, parce que si je vous donne un anticorps monoclonal qui va cibler le fameux PD-1, PD-L1, mais que vos tumeurs n'ont pas de PD-1, PD-L1, c'est pareil, je ne vais rien activer du tout au sein de votre tumeur. Donc maintenant, dire des immunothérapies, c'est super, ça marche bien, on va prendre tous les patients, on va les traiter avec les mêmes choses, ça ne marche malheureusement pas. Donc il faut vraiment maintenant sélectionner le patient, c'est un entonnoir. Il va falloir sélectionner le patient, voir exactement ce que la tumeur fait ou ce qu'elle ne fait pas, quelles sont les infiltrations lymphocytaires pour chaque patient, et à ce moment-là, choisir une immunothérapie qui sera un peu plus personnalisée, qui sera un peu plus précise, et qui fonctionnera mieux sur les tumeurs des patients. Donc on a parlé effectivement du fait que c'était systémique et qu'on avait des effets secondaires qui étaient parfois importants, parce qu'activer un système immunitaire de façon anarchique dans un organisme, ça peut être problématique pour certains patients, même si ça arrive quand même assez rarement. Voilà. Et évidemment, donc tout ce que je vous ai montré, et c'est un point important, c'est une production longue, et surtout pour les CAR T-cells. Vous imaginez, il faut qu'on vous prenne votre sang, qu'on vous isole vos cellules, qu'on est bio-ingénieur, qu'elles ne meurent pas entre-temps, qu'on arrive à vous les remettre, Bon bref, donc c'est très très long, et ça peut effectivement poser des problèmes. Donc, j'avais mangé de questions. C'est là parce que j'ai mis sur vos plaques, vous prenez celui. Donc, on va parler un petit peu du coup, des alternatives. Et ça, c'est ce qu'on fait avec Madi, et avec Emma et avec Pauline, dans notre laboratoire. Donc, les alternatives, ça va être de développer des stratégies un petit peu plus personnalisées, un petit peu plus de précision, donc une médecine de précision. Alors, je ne sais pas si vous savez un petit peu, vous connaissez ce qu'on appelle le dogme central. C'est tout simplement le fait qu'à l'intérieur de vos cellules, la façon dont elles vont fonctionner, ça va un petit peu être un triptyque. Dans votre noyau, vous allez avoir votre ADN. Donc ça, c'est ce qui fait que vous êtes un individu à part entière. Donc c'est votre génome à vous. Donc c'est à l'intérieur du noyau parce que c'est très important et donc c'est protégé.
Et ça, l'ADN, vous allez avoir exactement le même dans toutes vos cellules, que ce soit vos cellules cardiaques, vos cellules musculaires, reins, foie, vessie, c'est exactement, votre ADN va être exactement le même dans toutes vos cellules. Ce n'est pas ça qui va faire que vos cellules vont fonctionner différentiellement selon qu'elles soient, par exemple, cardiaques ou du foie, etc. Ce qui va donner la fonction, en fait, à vos cellules, c'est ce qu'on appelle les protéines. Donc ici, ces protéines, par contre, vous n'allez pas trouver les mêmes dans toutes vos cellules. Vous allez trouver un pool de protéines spécifiques qui va faire fonctionner votre cœur dans les cellules cardiaques, un pool de protéines spécifiques qui va faire fonctionner vos reins dans vos cellules rénales. D'accord? Mais comme vous avez tous le même ADN dans toutes vos cellules, mais que vos protéines, au final, sont différentes pour donner la fonction à chacune de vos cellules de votre organisme, eh bien, on a besoin de ce que l'on appelle un messager. Donc, on appelle un ARN messager. Donc, c'est lui qui va faire le pont entre l'ADN et la protéine. Il faut savoir que depuis que l'on fait de la recherche scientifique, on s'intéresse évidemment à ce qui a une fonctionnalité, nous les chercheurs. Donc, on va s'intéresser depuis toujours à la protéine, parce que c'est au niveau protéique qu'on va avoir les problèmes. C'est au niveau protéique que l'on va avoir des maladies qui se développent à cause de protéines qui sont pas fonctionnelles ou qui sont trop présentes alors qu'elles ne devraient pas être présentes, ou qui réapparaissent alors qu'elles ne devraient pas réapparaître. Et en fait, comme c'est la cause des maladies, eh ben nous, en tant que chercheurs, on s'est dit, on va développer des médicaments qui vont cibler les protéines. Donc, plus de 90% des thérapies qui sont sur le marché et que les patients reçoivent, mais pour tout, toutes les maladies, absolument tout, ça cible directement les protéines. Voilà, je vous ai mis l'exemple des chimiothérapies et des anticorps monoclonaux. Le problème, c'est que ces sortes-là de thérapies, elles ciblent quelque chose de très complexe. Quelque chose qui est replié et qui est très très difficile à atteindre et qu'en plus, il faut développer des molécules qui les atteignent à l'intérieur de la cellule et c'est assez compliqué. Donc nous, notre stratégie dans le laboratoire, avec Adi, notre projet avec Adi, on s'est dit, au lieu d'aller cibler quelque chose de super complexe, on va aller cibler le messager. Alors on dit toujours pas crier sur le messager, mais alors là, on a dit ok, on y va. Pourquoi? Parce que c'est une molécule qui est beaucoup moins complexe et c'est une molécule qui est beaucoup plus fragile. La protéine, c'est quelque chose qui est quand même pas très fragile et qui est un peu plus difficile donc à éliminer. Donc notre stratégie dans notre projet de recherche, ça va être de développer des immunothérapies qui, au lieu de cibler les protéines, vont cibler l'ARN messager. Donc là, on va avoir affaire à ce que vous avez certainement entendu parler pendant la crise du Covid, des thérapies ciblant l'ARN messager ou des RNA thérapeutiques. J'imagine que vous avez entendu ça, ça passait pas mal aux infos. Bon, on va utiliser cette stratégie-là donc, pour faire des immunothérapies et notamment dans cette stratégie-là, c'est-à-dire que mon ARN messager, je veux l'éliminer pour pas qu'il me donne ma protéine. Donc, je vais pouvoir développer ici une petite séquence d'ADN que je peux moi-même designer. Je peux moi-même la fabriquer. Voilà, donc c'est assez facile, c'est assez stable parce que c'est de l'ADN. Et puis, je vais juste utiliser les mécanismes qui sont déjà présents dans ma cellule pour éliminer donc, mon ARN messager. Donc, quand mon petit oligonucléotide en distance reconnaît mon ARN messager, il va y avoir une coupure automatique. Donc ça, c'est des mécanismes qui sont déjà dans la cellule. Moi aussi, j'utilise des capacités de la cellule. Je ne vais pas plus loin. Si mes cellules sont capables d'éliminer ça, je vais utiliser ce programme-là. Et puis, en fait, en coupant mon ARN messager, j'empêche le fait que ma protéine soit présente. Donc, quels sont les avantages? Eh bien, le fait de faire rentrer une petite molécule d'ADN dans une cellule, ça va vachement faciliter quand même l'entrée. Bon, il va falloir un transporteur, ça peut pas vous en parler, mais ça facilite vachement l'entrée, parce que ce sont des petites molécules, puis c'est de l'acide nucléique, c'est quand même quelque chose qu'on a tous dans le corps, donc c'est vraiment, ça rentre beaucoup plus facilement dans nos cellules. Le coût et la durée de production est faible, il suffit juste de faire une petite séquence d'ADN. Donc, on est capable de le faire très facilement maintenant, aujourd'hui.
Et bien, grâce au fait qu'on va pouvoir choisir nos transporteurs, et bien on va pouvoir avoir des thérapies qui sont spécifiques des tumeurs. Et pas forcément l'envoyer ça de façon systémique chez le patient. Donc on va encore réduire la toxicité grâce à cette stratégie-là. Le fait que l'on puisse produire ces thérapies signant l'ARN messager de façon assez facile va nous permettre de faire des combinaisons. Parce qu'on sait tous que nos tumeurs sont assez hétérogènes entre les patients, mais aussi sur un même patient. Donc on va pouvoir donner au patient un cocktail d'oligonucléotides antisense, ce qui peut être quand même pas mal. C'est biodégradable, puisque c'est de l'ADN que l'on va injecter chez les patients, donc c'est beaucoup moins toxique, toxicité réduite, et puis forcément, du coup, on va pouvoir avoir quelque chose de plus personnalisé, puisque le coût et la durée de production est faible. Donc notre stratégie, et je vais laisser la parole à Elora et à Pauline juste après ça, ça va être effectivement d'envoyer dans les cellules tumorales, je n'arrive pas à avoir cette souris, c'est d'avoir, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à avoir la souris. Donc d'injecter, voilà, ici, donc d'injecter dans nos cellules tumorales, donc un cocktail d'oligonucléotides antisense qui va empêcher, si vous voulez, de la cellule tumorale d'envoyer ces signaux de tu me vois pas, tu me manges pas, mais plusieurs à la fois, puisqu'on peut avoir quelque chose de combinatoire. Donc plusieurs à la fois, donc on peut, si vous voulez, cibler plein de choses à la fois et réactiver en fait les cellules du système immunitaire, et pas forcément que les lymphocytes T, mais d'autres aussi populations qui sont importantes, et avoir quelque chose de plus efficace. Voilà, j'espère vous avoir convaincu sur l'efficacité des thérapies suivant l'ARN messager. Merci beaucoup. Ok, donc merci Virginie pour cette présentation très claire de ton travail et du travail de Hadi au sein du laboratoire. Donc maintenant, je vais prendre la main. Donc je m'appelle Elora Bonzon-Dubos. Donc je travaille actuellement dans l'équipe 6 du BRIC. Et donc je suis en première année de thèse. Donc j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Ça fait demain, ça fera 3 mois. Donc super mois anniversaire. Et donc, je travaille sur un cancer pédiatrique que l'on appelle l'hépatoblastome, donc qui est un cancer du foie qui touche le cancer pédiatrique des enfants. Et mon projet, qui fait écho avec le projet de Pauline, et Pauline vous parlera un peu plus de ce qu'elle fait après, va être de développer finalement une thérapie pour corriger en quelque sorte. Virginie, tout à l'heure, vous a parlé de l'ADN au sein de nos cellules. Et donc, moi, je vais venir toucher à cet ADN et utiliser ce que l'on appelle l'édition génique. Et donc là, je vais passer la main au clap. Donc, je vous laisse regarder l'image un petit peu, ça peut vous donner des idées pour la question qui arrive. Alors, si j'y arrive, pas du tout. Ça. Alors, ok. Donc, qu'est-ce que vous évoque l'édition génique? Voilà, si je vous évoque ces termes-là, quelle définition, quels mots-clés vous pourriez donner à cela? Ouais. Évidemment, l'ADN. Bon, ben, finalement, je pense que je ne vais pas avoir besoin de faire ma présentation. Voilà, les mots-clés sont là, donc je vous souhaite une très bonne soirée, messieurs, dames. Voilà. Si vous avez tous répondu ou si vous avez d'autres idées, enfin, allez-y, sinon je vais passer la main au diaporama. Bon, ok. Bon, je pense que je vais retourner sur le diapo. Et donc, il y a des termes qui sont très intéressants parce que vous allez voir que je vais les utiliser. Alors, je ne vais peut-être pas faire une présentation aussi poussée que Virginie, mais je vais vous expliquer, on va dire, dans les grandes lignes, cette technique. Si j'arrive à repasser sur le diapo. Voilà. Donc, l'édition génique. On va donner une courte définition de ce que c'est globalement. Donc, l'édition génique, vous pourrez entendre également édition du génome ou édition génomique. Donc, cela regroupe en fait un ensemble de techniques, de technologies qui vont permettre de modifier l'ADN d'un organisme, puisqu'on peut l'utiliser en fait pas uniquement sur l'humain, mais on peut l'utiliser également dans l'industrie agroalimentaire, etc. Donc, nous,
en recherche et notamment en cancérologie, on se concentre bien sûr sur l'humain puisque cette technologie est très prometteuse. Et donc, on va venir toucher à l'ADN et je vais vous dire pourquoi. Donc, en effet, pourquoi utiliser l'édition génique? Donc, un cancer, ou du moins pour notre cas, on va dire sur les pathoblastomes, vous savez qu'il existe de nombreux facteurs de risque qui peuvent amener donc à l'apparition d'un cancer. Et souvent, ce qui se produit donc au niveau de l'ADN, c'est qu'on va avoir une mutation qui va apparaître. Cette mutation, donc si vous avez toujours en tête ce que vous a expliqué Virginie sur le dogme, donc ADN, ARN messager, protéines, donc cette mutation va modifier tout ce dogme en quelque sorte, puisque si on touche à l'ADN, si l'ADN est déjà modifié, l'ARN messager par la suite le sera également, et la protéine finale ne sera pas la même que ce qu'elle devrait être en situation normale, et donc forcément sa fonction va être altérée. Donc par exemple, on peut se retrouver avec plus en termes de quantité de cette protéine au sein de nos cellules, ce qui peut être très délétère, ou au contraire avec moins de protéines, ou alors une protéine totalement déformée, surfonctionnelle ou moins fonctionnelle en quelque sorte. Et donc cela pose problème puisque lorsqu'on perturbe l'équilibre que l'on a au sein de nos cellules saines, cela peut aboutir donc à l'apparition de très nombreuses pathologies, entre autres le cancer. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Donc apparition d'une mutation qui peut évoluer donc en cancer. Et l'édition génique, donc elle va venir arriver ici, puisqu'on s'est dit, ok, la mutation, elle modifie tout notre dogme. Pourquoi, du coup, ne pas en quelque sorte réverser en fait cette mutation et revenir à l'état normal pour rétablir cet équilibre, cette homéostasie qu'on a au sein de notre corps. Et donc, si on fait cela, potentiellement, on devrait observer donc une guérison ou du moins un ralentissement de la progression de la pathologie, donc du cancer. Et donc, on peut utiliser donc, pour faire cela des technologies spéciales en fait, qui vont permettre donc, de cibler cet ADN qui est muté, qui contient donc une mutation, qui induit donc un changement au sein de l'ADN. Et en effet, vous l'aviez cité dans le WOCLAP, cette technologie qui est très très connue, qui a valu d'ailleurs un prix Nobel en 2020, qui était d'ailleurs 50%, enfin ce prix Nobel est 50% français, donc Cocorico, on est fiers de cela. Cette technique, on les surnomme les ciseaux moléculaires. Son petit nom scientifique, c'est le CRISPR-Cas9. Et donc, très schématiquement, très simplement, que font les ciseaux moléculaires? euh, Ils peuvent reconnaître une partie très précise en fait, de notre ADN. Donc nous, lorsqu'on va utiliser cette technologie, on peut faire en sorte que les composants, que tout ce qu'on utilise pour faire cette technologie puisse reconnaître l'endroit où se trouve la mutation en fait, sur l'ADN qui provoque donc le cancer. Et grâce à cela, on va pouvoir tout simplement, en quelque sorte, couper l'ADN et venir remplacer avec une nouvelle séquence d'ADN qui n'est donc plus mutée, qu'on appelle la séquence normale. Et donc, grâce à cela, on va pouvoir réverser, en quelque sorte, la mutation qui était présente sur l'ADN. Et donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Le but final est de permettre ou non à des gènes, finalement, puisque l'ADN, enfin les gènes, ce sont des morceaux d'ADN, cela va permettre à des gènes donc de s'exprimer ou pas, ça dépend si en conditions normales le gène s'exprimait déjà ou pas. Et donc grâce à cela, on va dire l'originalité en quelque sorte de cette technique et ce qui la rend finalement très prometteuse, c'est de potentiellement éteindre les régions d'ADN qui engendrent des cancers. Et donc, en comparaison à la chimiothérapie, cette technique, elle est, je pense, très prometteuse. Et avant de vous dire en quelque sorte pourquoi et les avantages, en fait, je vais vous laisser y répondre sur le WooClap. Si vous avez des idées de pourquoi cette technique par rapport à une autre. Voilà. Donc, selon vous, quels sont les avantages? Sachez que je n'ai pas tout listé, il en existe plusieurs, mais je vous laisse y répondre. C'est plutôt évident, hein, les réponses. Hein. Oui, bon voilà. Bon, alors peut-être pas pour. Je sais qui a répondu ça, mais.
Bon, à l'heure actuelle, je suis pas sûre qu'on soit possible de développer une potion, hein, comme dans Astérix. C'est dommage, je pense que ça pourrait être très très utile, on va pas se mentir. Donc voilà. Mais en effet, ou pardon, excusez-moi, euh, en comparaison à la chimiothérapie, je prends surtout cet exemple, la chimiothérapie, donc je parle, je pense à des gens qui en reçoivent tous les jours malheureusement. Euh, la chimiothérapie engendre énormément d'effets secondaires. Et nous, le but ici, c'est de les limiter et c'est surtout également de cibler uniquement les cellules qui sont malades. Alors que la chimiothérapie, en quelque sorte, va un peu taper sur l'ensemble de l'organisme, ce qui engendre tous ces effets secondaires, malheureusement, contre lesquels on se bat au quotidien. Et donc, le CRISPR-Cas9, ou les ciseaux moléculaires, comme on les appelle communément, euh, peuvent permettre de limiter ces effets secondaires, puisqu'on va tout simplement se concentrer sur une région de l'ADN. Sachez également que le CRISPR-Cas9 canonique tel qu'il a été inventé au départ, ou du moins développé au départ, maintenant il existe de nombreuses variantes, et toutes ces variantes en fait vont pouvoir venir limiter énormément d'effets secondaires que la méthode canonique possédait. Donc on a réussi en fait avec de l'ingénierie en quelque sorte de précision à vraiment limiter au maximum tout effet secondaire lié à cette technique. Et donc, c'est ça qui la rend très prometteuse et très avantageuse par rapport à la chimiothérapie. Donc, c'est ce que je vous ai écrit voilà, ici. On va cibler uniquement les cellules cancéreuses et non plus l'entièreté de l'organisme. Euh, et sachez que cette technique, elle est très simple finalement à mettre en place. Donc c'est un design quand même qui est précis, puisqu'on doit déterminer vraiment dans quelle région de l'ADN elle doit se positionner, mais cela reste tout de même assez simple à mettre en place. Et sachez que elle est applicable non pas uniquement au cancer, mais à également d'autres pathologies. Il me semble que enfin, je crois avoir vu passer des données donc, par rapport au diabète, etc., mais également bien d'autres pathologies. Donc voilà, j'en ai fini pour mon petit talk. Et maintenant, je vais passer la parole à Pauline, puisque là, Virginie et moi, nous venons de vous présenter diverses, enfin, des alternatives pardon, thérapeutiques par rapport à ce qui se fait déjà. Mais tous ces systèmes qu'on vous a présentés, en fait, on aimerait les amener en quelque sorte dans nos cellules. Et ça, c'est le rôle de Pauline. Donc, je te passe la parole. Merci. Donc, bonjour à tous, enfin, bonjour pour certains. Je m'appelle donc Pauline Trousselier et moi je suis chimiste de formation. Et donc je suis dans l'équipe 6 pour pouvoir créer enfin, fabriquer, on va dire en quelque sorte, des systèmes de transport. Et donc pour ça, j'ai une petite question pour vous, avant de commencer et vous montrer un peu ce que je fais au laboratoire. Ah, ouais, ça glisse. Donc, à votre avis, comment on peut transporter ces nouvelles thérapies dont Virginie et Laura vous ont parlé? Et évidemment, c'est vrai que la ferronnerie et la poste, ça pourrait être beaucoup plus rapide. Donc, c'était vraiment pour Adi la faire. Ouais. C'est un petit clin d'œil à Adi. Donc, je pense que tout le monde a répondu. Donc, moi, je m'intéresse effectivement donc, aux nanoparticules et pas à la Ferrari ni à la poste. Il faut savoir qu'il existe d'autres types de vecteurs, mais donc moi, je me focalise principalement sur les vecteurs qu'on appelle non viraux. Et donc, en parallèle, il existe les vecteurs viraux. Et donc, moi, je synthétise ce type de molécules-là. Et ensuite, avec ces molécules-là, on va pouvoir y ajouter différents types d'acides nucléiques, comme les oligonucléotides antisense dont vous en parlez Virginie, et ensuite toute la machinerie, par exemple, qui va servir à la machinerie CRISPR-Cas9, pour pouvoir ensuite créer donc des auto-assemblages, et donc des agrégats grâce à ça. Et ces agrégats vont pouvoir ensuite rentrer dans les cellules qui nous intéressent pour pouvoir laisser échapper donc l'oligonucléotide antisense et toute la machinerie pour pouvoir modifier, enfin changer les mutations et corriger les mutations. Et donc pour cela, comment je réalise mes vecteurs? Ces vecteurs sont donc bio-inspirés, biodégradables et biocompatibles.
C'est très important pour pouvoir aller dans le corps humain. Donc tout d'abord, j'ai une partie qui est composée d'un nucléoside, c'est-à-dire c'est la partie la plus importante, c'est la partie de notre ADN. Donc notre ADN est composé de différentes bases. Et donc ça nous permet donc d'avoir quelque chose de biodégradable, puisque une fois que les vecteurs vont rentrer dans notre corps, ils vont être dégradés et donc l'ADN, c'est pas toxique pour le corps. Ensuite, tu vas avoir une petite partie iodisable, donc qui va me permettre de rentrer dans les cellules plus facilement. Et enfin, une partie lipidique comme le cholestérol qu'on connaît tous, qui est donc très présent dans nos membranes. Et ça va nous permettre de mimer cette membrane pour pouvoir rentrer également plus facilement. Et donc voilà pour moi. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Moi, j'ai une question, enfin une remarque plutôt. J'ai l'impression que donc c'est très prometteur et voilà, mais je me dis que ces thérapies qui ciblent les acides nucléiques, en fait, peut-être une limitation, c'est l'efficacité avec laquelle on arrive à cibler les cellules, c'est-à-dire le pourcentage de cellules tumorales qui vont être ciblées, qui vont être transfectées en fait par les différents agents dont vous avez parlé. Parce que même s'il y en a 80 ou 90% qui sont ciblés, ben, il en restera toujours 10% qui, elles, vont pouvoir repartir. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur l'efficacité en termes, encore une fois, de pourcentage de cellules qui vont être ciblées, de systèmes avec la nanoparticule, voilà, pour faire rentrer des oligonucléotides antisense, etc. Est-ce que c'est efficace ou est-ce que c'est quand même un peu, un peu limité? Tu peux y aller. Comment? Ouais, je vais y aller. Ouais. Bon, merci beaucoup pour cette question. Donc c'est vrai que c'est la question numéro une, c'est est-ce qu'on va pouvoir atteindre toutes les cellules, puisque une tumeur, c'est quand même souvent sphérique, donc on va avoir des molécules thérapeutiques, donc il va arriver aux endroits où on va avoir un accès à la circulation sanguine, mais c'est un peu la problématique de toutes les thérapies qu'on donne aux patients. C'est-à-dire que si on n'a pas de vaisseau sanguin à l'intérieur de vos tumeurs, on n'apporte aucune molécule thérapeutique. Donc malheureusement, ça c'est une limitation pour toutes les thérapies sur le cancer. Donc c'est vrai que d'avoir beaucoup de vaisseaux sanguins dans sa tumeur, c'est mauvais pronostic parce que les cellules tumorales ont accès à de la nourriture, ont accès à de l'énergie et malheureusement elles progressent vite. Mais ça peut être aussi de bon augure si on veut les traiter, parce que très souvent on apporte les thérapies par le. Donc les thérapies basées qui ciblent l'ARN messager, pour l'instant, il n'y a pas d'autorisation sur le marché en cancérologie. Donc on peut se poser la question de l'efficacité. Et en fait, ce n'est pas. Mais par contre, du coup, il y a des autorisations de mise sur le marché pour une dizaine d'entre eux. Je parle de l'oligonucléotide antisense, qui est donc la stratégie que j'utilise, une dizaine d'entre eux, et notamment donc, pour les maladies rares génétiques. Et ça marche très bien. Ça marche très bien parce que déjà, on arrive à atteindre les cibles voulues, on arrive à vraiment avoir des patients qui sont en rémission sur du long terme. Et le vrai avantage de ces thérapies-là, c'est que, et notamment donc, pour le cancer de l'enfant et pour les maladies génétiques rares qui sont souvent aussi, où les patients sont souvent aussi des enfants, c'est que le patient n'a pas besoin de venir très régulièrement à l'hôpital, puisque les oligonucléotides antisense, comme je l'ai montré, sont réutilisables et sont assez stables dans le temps. Donc ça veut dire qu'on fait des infusions d'oligonucléotides antisense chez le patient tous les 3 à 6 mois. Ça reste quand même assez stable, ça reste en circulation pendant quand même plusieurs semaines, et ça reste efficace pendant un moment. Donc ça, c'est démontré sur les maladies génétiques rares. Pourquoi est-ce que dans le cancer, on n'a pas encore d'autorisation sur le mise sur le marché? C'est le problème de l'hétérogénéité. Et c'est le même problème que ce qu'on a vu sur les immunothérapies, c'est-à-dire que quand on va avoir qu'une seule cible, on va se dire, tiens, on va taper sur cette cible-là, et puis on va éliminer la tumeur. Et malheureusement, le fait qu'on ait une tumeur hétérogène, mais malheureusement, on va pas tout tuer. Et donc, c'est à cause de ça, de ce petit pool de cellules tumorales qui va rester après traitement, qu'on va avoir malheureusement des rechutes des patients qui vont revenir avec même une tumeur différente après traitement. Il va falloir trouver d'autres stratégies thérapeutiques pour ces patients-là. Alors, je ne dis pas que les oligonucléotides antisense vont tout régler, mais en fait, l'avantage et la théorie là-dessus, sur notamment le cancer, c'est que comme on peut charger sur nos transporteurs plusieurs
oligonucléotides antisens. L'aspect combinatoire me paraît quand même être assez prometteur. Voilà. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avoir peut-être une efficacité sur un plus large spectre de cellules tumorales au sein d'une même tumeur, du fait qu'on puisse apporter au sein de la tumeur un cocktail, si vous voulez, d'antisens. Et c'est un peu l'espoir enfin voilà, c'est un peu la stratégie et l'espoir que j'ai, c'est que voilà, cet aspect combinatoire puisse être une bonne stratégie. Et dans les transporteurs aussi que l'on développe donc, avec la partie chimie, Pauline et son équipe, c'est qu'on puisse aussi encapsuler d'autres thérapies, mais qu'on apporterait directement à la tumeur et du coup on diminuerait, si vous voulez, la toxicité aussi. Donc pourquoi pas apporter à la fois des assauts, de la radiothérapie ou de la chimiothérapie en même temps, on encapsule dans ces vecteurs-là. Du coup, on essaie quand même d'avoir quelque chose de peut-être un peu plus efficace et éviter justement ce problème-là, c'est d'avoir un restant de cellules qui malheureusement font rechuter les patients. Voilà. Je voulais juste savoir la différence entre les cancers pédiatriques et adultes. Est-ce que vous travaillez sur le cancer de l'enfant et justement, d'abord, voilà, la différence entre les deux. Alors, il y a Plusieurs. plusieurs différences. Je vais essayer de répondre sur sa question, mais moi, je vais parler sur juste vite un mot sur le système immunitaire, parce que du coup, c'est mon dada. Un enfant, évidemment, a été beaucoup, beaucoup moins soumis à des infections. Hein, surtout quand nous, on a les pathoblastomes sont des patients très jeunes. Avant 5 ans, ils sont diagnostiqués. Et donc, ils ont non seulement un système immunitaire qui n'est pas complètement éduqué, complètement mature, et en plus, du coup, ils ont eu beaucoup moins d'entraînement, puisqu'ils ont été beaucoup moins, comme nous, en tant qu'adultes, on a vu toute une multitude de virus, de microbes, etc. Donc, effectivement, c'est très, très différent pour les immunothérapies. Et en fait, le problème, c'est que les enfants sont soignés avec des molécules qui sont développées pour les adultes. Et ça, c'est un vrai problème, en fait. Parce que c'est pas forcément efficace, parce que la tumeur n'est pas forcément la même. Et notamment, juste en parlant, rien que par le fait de leur jeune âge, le système immunitaire, déjà, c'est pas le jeune. Donc, c'est pour ça qu'il faut se spécialiser. Enfin, il faut faire des recherches spécialement sur le cancer pédiatrique afin de mieux comprendre justement les différences et d'avoir des thérapies qui sont vraiment spécifiques de l'enfant. Je vais laisser compléter Elora. Non, Virginie a très bien répondu, c'est exactement ce que je voulais dire. Et j'aimerais ajouter une autre chose. Donc, les tumeurs pédiatriques, en comparaison avec les tumeurs adultes, la charge mutationnelle chez les enfants, donc c'est-à-dire la quantité, on va dire, de mutations que l'on retrouve chez les enfants, finalement, il y en a très très peu comparé aux adultes. Et donc forcément, nous, le fait de venir taper en quelque sorte sur ces mutations, alors je ne dis pas que ça va régler tout le problème, mais c'est une cible prometteuse puisque nous, la mutation, enfin personnellement plutôt les mutations sur lesquelles je travaille, sur laquelle je travaille, selon ce que j'utilise, finalement c'est peut-être la mutation qui est responsable de la pathologie. Donc venir éteindre cela, c'est peut-être une bonne idée. Tandis que chez les tumeurs adultes, on trouve une multitude en fait de mutations qui produisent donc beaucoup de protéines complètement dérégulées. Donc voilà, c'est l'une des, on va dire, à l'échelle du génome, c'est vraiment, je pense, l'une des différences majeures par rapport aux adultes. Et forcément, le fait de développer ces thérapies pour des enfants, enfin, je veux dire, on parle d'enfants, et pour les pathoblastomes, on parle même de bébés, de nourrissons. Ça peut, donc il y en a, c'est entre 6 mois et 5 ans, généralement, que les enfants développent cette pathologie. Leur infliger des thérapies adultes, déjà que pour les adultes, c'est très dur, la chimiothérapie, sur des enfants qui n'ont pas de système immunitaire ou très peu matures, qui n'ont aucune force, aucune ressource, c'est plus possible, en fait. Il faut vraiment éviter ça, donc voilà. C'est pour cela qu'on développe, on essaie d'avancer sur ces projets-là et de développer ces thérapies-là. Mais le but, malgré tout, c'est que nos thérapies que l'on va appliquer chez l'enfant deviennent des thérapies en quelque sorte aussi universelles, puisqu'on n'oublie pas quand même que actuellement, on a conscience que les patients font face à des rechutes, font face à des effets secondaires qui sont juste monstrueux, et le but, c'est quand même de leur faciliter un peu plus le quotidien. Voilà. Si vous avez d'autres questions.
Ok, bien. Merci. On va conclure alors. Oui. On souhaite on voulait vous remercier d'être venu déjà et d'avoir vraiment joué le jeu pour tous les ateliers auxquels vous avez assisté. Et on espère que cette journée vous aura apporté des connaissances, etc., que vous avez pu discuter avec des chercheurs, apprendre des choses. Voilà. Merci.